Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Benoît Lahirle et je suis le directeur du syndicat FENOAMA pour le traitement des déchets. Voilà, donc les bacs verts et bacs gris, c'est nous. Donc en fait, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer, certains connaissent déjà, je pense, ce que l'on fait au niveau scolaire, mais aussi ce qu'on fait dans le sens général. Donc je vais d'abord vous parler de ce qu'on fait en sens général et ensuite je vais vous parler de la fameuse convention que j'ai là, que je vous distribuerai en temps et en heure pour pas que vous regardiez trop, que soyez attentifs les élèves, sur la convention qu'on a signée donc avec la DG2E l'année dernière, qui nous a permis vraiment de donner un bel élan sur la mise en place du tri, le redynamisme du tri dans les établissements scolaires. Alors, on vous a distribué ce petit fascicule qui présente nos activités. Si vous voulez, on va le feuilleter très rapidement, on va faire ça en quelques minutes, parce que normalement, avec ça, je tiens plus d'1 heure. Mais le but, c'est pas aujourd'hui non plus de vous expliquer tout ce que fait FENOAMA. Alors, au début, vous avez une frise historique que je vais passer rapidement, mais en gros, tout a démarré en 2000. En 2000, il y a eu la création de la SEP, la Société Environnement Polynésien, qui était une SEM détenue par le territoire à plus de 85%, et les communes et les sociétés privées ensuite. Et nous avons eu une loi organique en 2004 qui a en fait chamboulé les responsabilités et qui a éclairé surtout les responsabilités, puisque depuis toujours, la collecte était organisée par les communes et le traitement, il y avait un flou. Et le territoire, après, je ne sais pas si vous avez connu ou si vous vous rappelez de l'époque de Tamaranui au début des années 90 à Papeete. Voilà, donc il y avait eu une usine de traitement de déchets qui était gérée par les communes et qui, au bout d'1 an et demi, a dû fermer parce qu'elle polluait, il y avait trop de brouillard sur la ville de Papeete. Enfin bon, la population s'est rebellée et donc ça a capoté. Et à ce moment-là, les communes sont reparties à ouvrir leurs vieilles décharges. Voilà. Et donc le territoire de l'époque a dit en 96, on va créer une structure qui est devenue la SEP. Donc ça, c'était décidé en 97 définitivement. Et en 2000, c'est là que nous avons eu l'ouverture du CRT à Motouta, du CET à Payoro et la distribution des bacs verts et des bacs gris dans les foyers. Donc, et en 2004, ce qui s'est passé, c'est que la loi organique disait que le traitement des déchets allait devenir de compétence communale. Donc les communes étaient déjà compétentes pour la collecte et la loi organique disait en 2012, vous serez aussi compétentes définitivement pour le traitement des déchets. Donc les communes ont en fait entrepris une démarche de se fédérer à travers un syndicat qui s'appelait à l'époque le syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. C'était bien compliqué. Et en 2014, ce syndicat, qui regroupait donc les 12 communes de Tahiti et de Moorea, Orfaa et la Polynésie française, ont racheté en fait toutes les actions, 100% des actions de la SEP. Et c'est ainsi que le personnel de la SEP a intégré en fait la coquille administrative qui était ce syndicat. Et donc ce fameux syndicat plus la SEP, on a donné le nom syndicat FENOAMA, qui était le nom FENOAMA de la SEP en tahitien. Voilà. Et donc depuis 2014, nous continuons et nous sommes en fait un grand syndicat qui regroupe près de 177 000 habitants. Voilà. Voilà au niveau de l'organisation. Donc je vais passer la frise et on arrive sur les cartes de Tahiti et de Moorea, tout simplement pour vous expliquer qu'aujourd'hui le syndicat gère 4 sites, dont 2 très importants. Le premier, le plus important, c'est à Motouta, en ville. Il a 2 actions, ce site. Ce site permet d'abord de réceptionner les bacs verts et les bacs gris de Papeete, Pirée, Aroué et Mahina. Les communes viennent là pour tous leurs déchets. Donc les encombrants, les bacs gris qui sont collectés généralement le lundi, le vendredi et le mercredi, c'est le bac vert. Tout vient ici parce que c'est plus près pour eux et c'est facile à déposer. Et donc ensuite, nous, si c'est du bac vert, ça reste sur place et on va le trier, je vous montrerai après. Et si c'est du bac gris, c'est là que vous avez les camions que vous voyez des fois sur la route à Punaouia jusqu'à Taravao qui vont amener ces déchets jusqu'à Payoro. Ensuite, à Payoro, de l'autre côté, nous avons le CET, le centre d'enfouissement technique qui permet d'enfouir les déchets du bac gris. Là, viennent directement pour tous leurs déchets, bac gris et bac vert, les communes de Papara, Tevayuta, Teirapu-Ouest et Itiaotera. Et là, par contre, le bac gris va directement monter dans les casiers d'enfouissement, je vous montrerai ça après. Mais par contre, les bacs verts de ces communes-là sont déposés à l'entrée du site et les camions qui viennent avec des bacs gris de la ville, de temps en temps, au lieu de repartir à vide, repartent avec des déchets du bac vert. Voilà. Alors c'est un peu perturbant pour les gens de la presqu'île parce qu'ils sont persuadés que c'est le même camion qui passe le lundi, le mercredi, le vendredi ramasser les déchets et en plus il va à Payoro
et puis il ressort et il va retravailler. Donc ils ont l'impression que les bacs gris et bacs verts sont mélangés. Et en plus, c'est le même camion. Alors d'abord, les communes n'ont pas un camion gris, un camion vert. Ils ont bien sûr le même camion et ils le lavent. Voilà. Quand le bac gris est collecté et qu'ils préparent pour le lendemain ou pour le mercredi la collecte du bac vert, le camion est nettoyé. Et donc, ils peuvent comme ça reprendre la collecte du bac vert le mercredi. Et ensuite, c'est sur ce site-là qu'on va, on ne va pas leur demander à ces camions-là d'aller directement jusqu'à Papeete. Ça perdrait beaucoup trop de temps. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle un quai de transfert en bas du site. Donc oui, les camions sont pesés, rentrent sur le site, mais s'arrêtent immédiatement quand c'est du bac vert. Mais quand c'est du bac gris, ils vont dans la montagne déposer ça dans les casiers. Vous aviez une question ? Alors, ça aussi, c'est une remarque qu'on me fait de temps en temps. Ça a eu existé. Avant de dire qu'ils font du mauvais travail, ça a eu existé. Parce que la formation que je vous fais là, depuis le début, on l'a fait aux éboueurs, ce qu'on appelle les éboueurs, qui en fait, on appelle maintenant des reapers, parce qu'ils font un autre métier. C'est comme les techniciens de surface. Les boueurs, ils ramassent des déchets, point barre. Un reaper ramasse des déchets intelligemment. Et il va, le mercredi, alors la collecte du bac gris, qui est le lundi par exemple, il va prendre systématiquement la poubelle et la mettre sur le camion. Il regarde juste s'il n'y a pas des déchets dangereux. S'il y avait une batterie posée sur la poubelle, bien évidemment qu'il ne va pas la mettre avec le bac gris. Il ira l'amener à la station de service, évidemment. Mais si c'est le mercredi qu'on doit collecter les bacs verts, là, le reaper rentre en jeu et va devoir ouvrir le bac. S'il voit quelque chose de bizarre, des sacs fermés, des mouches, des mauvaises odeurs, il ne ramasse pas et il va laisser, je ne l'ai pas pris, un petit papier qu'il va coincer sur le couvercle. Comme ça, l'habitant, quand il va revenir après son travail ce soir, il va se rendre compte que, mince, ils sont passés, ils n'ont pas fait le travail. Mais si, ils sont bien passés, mais tu as eu une erreur. Et donc, tu dois représenter vendredi prochain ton bac vert avec ce papier pour le purger. Du coup, ce qui se passe, c'est que les camions poubelles ont pour ordre de ramasser tout ce qu'ils voient, quelle que soit la couleur des bacs, les lundis et vendredis. Et ce qui se passe actuellement, c'est comme je vous ai dit au tout début, la compétence de la collecte est communale. En 2000, la CEP, subventionnée par le territoire, on a distribué 65 000 bacs verts et gris à toutes les communes de Tahiti-de-Mooréa sur 4 ans, de 2000 à 2004. La difficulté qu'il y a, c'est que certaines communes n'ont pas renouvelé les bacs. Et la durée de vie d'un bac est de 7 à 8 ans. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une famille nombreuse, ou une famille standard, le bac gris est peut-être sorti 2 fois par semaine, avec des déchets lourds et sales à l'intérieur. Donc le bac, quand vous le roulez du garage jusqu'au point de collecte, il souffre. Votre bac vert, peut-être qu'en pliant bien vos déchets, vous le sortez que toutes les 2 semaines. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes des mauvais trieurs. Vous êtes des bons trieurs, mais vous sortez que toutes les 2 semaines. Et le bac est beaucoup plus léger, avec des déchets propres à l'intérieur. Ce qui fait qu'au bout de 8 ans, quel est le bac qui est cassé ou qui est vraiment souffert? C'est le bac gris. Et donc ce qui se passe bien souvent, c'est qu'il y a des foyers, vous ne savez pas, quand vous passez, vous voyez un camion qui ramasse un bac vert, un bac gris, mais en fait, c'est que cette maison n'a plus de bac gris efficace. Donc les gens, entre trier et évacuer les déchets, ils pensent évacuer les déchets. Et donc ils utilisent leur bac vert comme un bac gris. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc quand vous voyez un camion poubelle ramasser du vert et du gris, il faut se poser la question, quel jour on est? S'il ramasse du vert et du gris un mercredi, oui, c'est une faute de l'éboueur. S'il ramasse un autre jour, en fait, à l'intérieur du bac vert, c'est très certainement des bacs gris, des déchets du bac gris. Voilà. Donc on ne peut pas savoir en passant. Voilà. Mais si vous êtes témoin de ça, vous pouvez nous envoyer un message, nous dire quelle commune c'est, dans quel quartier c'était, parce qu'on peut effectivement aller peut-être recadrer quelque chose au niveau de la mairie. Après, deuxième problème, c'est pourquoi sur le trottoir, il y a un bac vert et un bac gris côte à côte. Les boueurs, ça nous est arrivé parfois, mais généralement, les boueurs ne rentrent pas dans la propriété privée des gens pour aller chercher le bac vert alors que c'est le bac gris, le bac vert qui est dans la cour. Voilà. Donc pourquoi les gens mettent des bacs verts et bacs gris à l'extérieur? Normalement, on ne doit présenter ces poubelles seulement pour les heures de collecte. Donc ce qui est toléré, c'est que s'ils passent, par exemple, demain matin, ce soir, vous avez la possibilité, dès 18h, 19h, de mettre votre bac à l'extérieur. Et demain, ils vont passer, et quand vous rentrerez, donc on va dire que le bac ne doit pas rester plus de 24 heures à l'extérieur, quoi.
petit 24 heures. Voilà. Mais normalement, les communes ont un règlement qui fait que les gens doivent rentrer la poubelle dans leur propriété. Voilà. Donc tous ces cas de figure font que bien souvent, les boueurs aussi doivent rendre service et on ne s'en rend pas bien compte. Voilà. Mais donc les erreurs ont existé au tout début, dans les premières années, mais aujourd'hui c'est de moins en moins. Le jour J. Et parfois, bon, c'est vrai que la collecte n'est pas toujours effectuée le jour à laquelle voilà, attendu. Et certaines personnes mal intentionnées viennent avec leurs déchets et déposent, parce qu'ils passent devant, ils déposent leurs déchets dans les bacs verts, alors que ça a été arrive. Bien trié. Et donc, du coup, il faut attendre la semaine d'après avec le petit message qui dit qu'on a mal trié, alors que ça a été bien effectué. Donc, moi, je suis assez fâchée par ce genre de comportement. Et voilà. C'est sur quelle commune? Moorea. Ah, ouais. Non, il n'y a rien à Montréal de particulier. C'est vrai que les communes, et Moorea en fait partie, il y a des communes qui ont d'énormes difficultés avec des véhicules. Ils ont des véhicules de collecte, et quand le véhicule tombe en panne, ils sont bien embêtés, quoi. Donc l'information ne passe pas toujours entre l'administré et la commune. Je sais que la commune de Moorea est assez dynamique sur le site, sur leur Facebook. Donc ils essayent de développer. Nous-mêmes, quand nous avons des problèmes sur Moorea avec la déchetterie, parce que quand même Moorea, vous êtes la seule commune à avoir une déchetterie depuis 2008. Là, par exemple, un constat que nous avons fait, c'est que lundi... Alors, ça aussi, vous ne le savez peut-être pas en tant qu'habitant, mais tous les derniers lundis du mois, ça c'est important pour les gens de Moorea, il n'y a que vous, hein, c'est que le Harimiti est en maintenance. Le Harimiti Ferry est en maintenance. Et le lundi, c'est la collecte des bacs gris. Et à Moorea, au mois de mai, avec tous les ponts qu'il y a beaucoup de touristes, de Papeete, de Tahiti qui viennent. Les camions poubelles, au lieu d'être remplis à 100%, ils sont remplis à 130%. Et nous, c'est très tendu pour nous pour évacuer après ces déchets. Donc, ce qui fait que concrètement, ce qui s'est passé ce week-end, c'est que samedi à 10h du matin, la déchetterie était déjà full. Donc, je savais que la déchetterie allait être fermée lundi. Donc, on a envoyé un message qui est plus ou moins bien passé à travers Facebook. Après, on essaye d'être en partenariat avec Harimiti Ferry pour que dans le Harimiti 5, ils mettent des écrans pour dire aux habitants... notre ferry est arrêté aujourd'hui, donc il n'y a pas eu de collecte de déchets. Donc la commune de Moorea a pris la décision, et la sage décision à mon sens, de décaler la collecte du lundi au mardi. Voilà. Comme ça, mardi, quand ils arrivent, nous, on a les premiers camions sur le premier ferry de 7 heures là, qui arrivent de Papeete qui partent sur Moorea. Donc on va renouveler les bennes, ce qui va permettre à la mairie de tout de suite vider ces camions et de repartir à la collecte. Mais ils m'ont rempli les bennes qui venaient d'être... amener, et donc ce n'est toujours pas possible pour la population d'accéder à la déchetterie. Voilà. Donc mardi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à amener 2 camions, et puis badaboum, mercredi c'était full, donc plus d'accès au public. Là aujourd'hui, vous voyez, c'est très concret, mais jeudi, le Harimiti, on voulait mettre 2 camions avec 2 remorques, donc 4 bennes, ils n'ont accepté qu'un seul camion. Le deuxième camion est accepté sur le ferry de 10h. Donc mon camion va arriver là-bas vers 11h et la matinée est passée, donc la déchetterie sera toujours fermée. On est jeudi, la déchetterie est ouverte que le matin, donc on prépare en fait demain matin. Voilà. Et donc quand on a des jours fériés, c'est des problèmes. Et rien que pour vous donner une idée du coût que ça représente, parce que ça c'est flagrant, vous allez très vite comprendre. On a 2 marchés. Un marché pour le transfert de tous les camions de Motuuta jusqu'à Païro et jusqu'à la Punaru, parce que je n'en ai pas parlé, mais à la Punaru, on a aussi un quai de transfert pour les communes de Punauia et de Paea, pour bac vert, bac gris, et après on oriente. Tout ce marché, plus la collecte des bornes à verre de Tahiti Moorea, nous coûte à peu près 160 millions de francs par an. Ça. Le transfert des déchets de Moorea, donc un camion minimum par jour, qui va à Moorea, qui met 4 heures à tourner, à attendre la prochaine rotation et qui revient, ça nous coûte 110 millions par an. Là, on a 6 camions, on n'en a qu'un. Voilà. Et donc, vous voyez le coût d'un transfert maritime. Et on ne maîtrise pas les horaires du bateau.
Donc concrètement, on a... alors les nouveaux horaires, je ne le sais plus, mais à une époque, mais je sais que c'est toujours le même rythme. Le chauffeur part à 6 h de Motuhuta avec son camion, se met en position à 6 h 30 au quai, il attend le bateau de 7 h. À 8 h, il arrive à Moorea. À 8 h 30, il arrive à Témé pour échanger les bennes, mais le bateau repart à 8 h 30, donc il ne peut pas le reprendre. Et donc il change les bennes vite pour que la commune puisse vider ses camions de la nuit, enfin du matin. Et nous, on recharge avec des bennes neuves et pleines de déchets. Et on arrive au quai et on attend le bateau de 11 h 30. À 11 h 30, il reprend le bateau. Il arrive à 12h30, donc à 13 h à Motuhuta. Et là, le chauffeur, il a commencé sa journée à 6 h. Et il passe les clés à son collègue qui, lui, va aller à Payoro. Donc on a un camion qui a fait en fait un trajet. Le chauffeur, il a fait 20 km avec son camion, il a fait 2 heures de bateau, 4 heures d'attente, alors que sur Tahiti, un camion qui est en poste à partir de 5 h du matin à Motuhuta va faire 3 rotations dans la journée jusqu'à Payoro, le même camion, avec 2 chauffeurs. On a un chauffeur numéro 1 qui va faire rotation 1 et 2, et un camion met 4 heures à faire l'aller-retour, donc il peut en faire 2 rotations, et le deuxième chauffeur fait le 3e voyage. Voilà. Et après, ils inversent au niveau des horaires. Mais voilà, c'est toute une organisation qui tient à un fil. Si le Harimiti, il a très peu de retard, hein, il fonctionne plutôt bien, mais les jours où il y a de la maintenance, je pense qu'il y a là-dessus un manque de communication auprès de la population, et même auprès des hôtels ou des pensions de famille ou des professionnels, on va dire, déchets, parce que c'est vrai que les gens ne sont pas toujours au courant de ces contraintes, où ce n'est pas la faute de la mairie, en fait, parce que souvent on accuse la mairie, et en fait, c'est les circonstances. Après, un autre problème qu'on a sur Moorea, et j'en finirai après, je vais en parler de 2 problèmes sur Moorea, puisque vous me donnez l'occasion. Le premier, c'est toujours le Harimiti Ferry qui s'arrête 8 jours en janvier. Et donc du 5 janvier jusqu'à la rentrée, il est arrêté en maintenance annuelle. Et là, on nous dit 8 jours d'arrêt. Une année, c'est arrivé à 3 semaines d'arrêt. Et donc, ça veut dire que pendant 3 semaines, on n'a pas pu évacuer les déchets de Moorea. Et donc, ça commence à râler. Et ça, on le comprend parfaitement, mais on ne peut pas évacuer. Voilà. Et le deuxième problème qu'on a à Moorea, qui n'est pas rigolo, c'est le vandalisme. Vraiment, on a énormément de problèmes. Et toutes les nuits, nous sommes visités à la déchetterie de Témé. Il n'y a rien à récupérer, c'est que des déchets. Mais les gens, ils rentrent dans les bennes la nuit. Ils explosent tout, ce qui fait que mes gars, quand ils arrivent à 5 h du matin, normalement ils commencent à 6 h, ils arrivent exprès beaucoup plus tôt pour nettoyer le site qui a été pillé et on remet. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Et donc j'ai parlé de Moorea, donc je vais en parler. Donc du coup ça nous fait 4 sites, hein, Moorea, Punaru, Motuhuta. Voilà. Alors au niveau des consignes du bac vert, papier, carton, bouteilles en plastique, boîte de conserve, canettes en aluminium, ça n'a pas évolué. On a fait un test en 2013 jusqu'en 2015 avec les briques alimentaires, hein, les Rotui, le Levaillora. Ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Premièrement, quantité très faible. On recevait très peu de quantité. Il faut savoir que le gisement global de ces déchets, c'est 14 000 tonnes par an. Les briques alimentaires représentaient qu'un gisement potentiel de 200 tonnes par an. Donc on ne va pas en faire une maladie. On a essayé, ça n'a pas marché, quantité très faible, très sale. Il restait beaucoup de jus au fond et de lait, ce qui fait qu'on a eu une recrudescence à Motuhuta à cause de ce test de nuisibles comme les fourmis, les cafards, les rats, etc., les mouches. Et nous, tous ces déchets que vous voyez là, on va les préparer pour les exporter en Asie ou en Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas rigolos. Hein, ce n'est pas des touristes au niveau de l'hygiène et de la salubrité. Il faut absolument qu'on ait des déchets parfaitement propres pour être acceptés dans ces destinations. Parce que les containers, quand ils partent, ils vont mettre parfois 1 mois et demi à arriver à destination. Si vous mettez quelque chose de sale pendant 1 mois et demi à 60-70 degrés, 1 mois et demi plus tard, quand vous ouvrez les portes... bonjour l'ambiance. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on insiste énormément sur la propreté des déchets. Là, vous avez un petit graphique qui vous montre en vert clair la progression des communes cumulées, les 12 communes, et en vert foncé la progression des industriels. Les industriels viennent par eux-mêmes, on leur facture. Les communes viennent aussi dans les installations, mais c'est vos bacs verts. Voilà. Donc tout ça progresse. Ensuite, vous avez un plan... une carte, un schéma d'organisation au niveau du CRT de Motuhuta. La partie bleue, c'est la partie transfert qui permet donc aux communes Papeete, Piriawe, Mahina de déposer leurs déchets bacs gris et après on les amène à Payoro. Mais ça permet aussi aux entreprises
qui demandent une autorisation d'accéder à nos installations pour qu'on puisse après, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Paillero. Voilà. Les entreprises ont aussi accès aux installations. Et sur la partie verte, c'est là où finissent tous les bacs verts de toutes les communes et des entreprises, et ils sont triés, voilà, manuellement, par catégorie. Mise en balle, stockée à l'intérieur du bâtiment quand c'est la famille des papiers cartons, à l'extérieur du bâtiment quand c'est la famille des plastiques, des métaux, et ensuite on remplit des containers. Là, cette semaine, on a une dizaine de containers de plastique qui partent vers la Malaisie. La semaine d'avant, on avait eu une quinzaine de containers de papier ou de carton, voilà, qui partent aussi vers la Thaïlande ou vers la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc nos destinations aujourd'hui, c'est Nouvelle-Zélande, Malaisie, Thaïlande, voilà, tout le bassin Asie du Sud-Est. Alors évidemment, on ne les envoie pas là-bas pour les enfouir dans un CET ou les brûler ou je ne sais quoi. Voilà. Évidemment, la difficulté que l'on a, c'est que exporter un container coûte de l'argent. La valeur qu'il y a à l'intérieur du container, parce que les produits recyclables ont une certaine valeur, même si aujourd'hui les cours s'effondrent énormément parce que la Chine a fermé ses portes et ne veut plus recevoir de déchets du monde entier. Donc il y a une restructuration des autres pays qui est en cours pour prendre le relais. Donc les cours s'effondrent. Je sais qu'il y a certains déchets là en ce moment, comme les plastiques, où c'est devenu une valeur négative, c'est-à-dire qu'on doit payer pour le traitement. Alors que jusqu'à présent, on nous payait un petit peu. Mais on va dire que quand on exporte, ça nous coûte 100 et ça nous rapporte 40. Donc ça nous coûte 60. Voilà. Donc le recyclage ne finance pas, on ne gagne pas d'argent avec le recyclage. Les seuls qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vont faire que les métaux semi-précieux, enfin, à haute valeur ajoutée, comme les canettes en aluminium. Voilà. Les canettes en aluminium, et c'est pour ça que Père Christophe récupère les canettes en aluminium, parce qu'il va les donner, enfin les vendre, du coup, à des professionnels comme Soremat ou Rossipol, qui eux ont fait leur activité des choses qui rapportent. Bon, mais c'est leur business. Nous, pas du tout. Mais on accepte les canettes en aluminium dans les bacs verts. Heureusement qu'on les a, mais elles ne représentent que 1% du gisement global des déchets. Voilà. Donc on gagne un peu, mais on a d'énormes pertes. Voilà. Ce programme, le bac vert, coûte 250 millions de francs par an. Voilà. On ne le ferait pas, on gagnerait 250 millions. Voilà. Et il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Alors ensuite, le bac gris. Page suivante, vous avez le bac gris. Donc ça, c'est le CET de Paillero. Alors le CET de Paillero ne se visite pas avec des élèves. Autant Moutouta, on peut le visiter à partir de 10 ans, donc on va dire à partir du CM1. Voilà, on peut visiter, parce que c'est quand même poussiéreux, j'ai des camions, et puis on accepte des groupes que de 25. Voilà, en gros, une classe à la fois. Mais vous pouvez, avec un bus, avoir une rotation. C'est-à-dire, pendant qu'il y a le groupe 1, vous allez chercher le groupe 2, ils se croisent sur le site au bout d'une heure, il n'y a pas de problème. Voilà, hein. Mais on essaye d'être limité. Et alors, si on a des publics handicapés, etc., alors là, on demande à ce que le groupe passe à 12 personnes, avec plus d'adultes, évidemment. Voilà. Au niveau de Paillero, on peut le visiter, mais alors pas avec des élèves, quoi. Vous pouvez venir par groupe de 12, 15, parce qu'il faut des 4x4. Le bus ne va pas va vous amener à l'entrée, mais après, il faut avoir des 4x4 pour tourner. Alors, on peut monter à 3 véhicules. S'il fait beau, comme en ce moment, ben, on peut même monter dans la benne, etc. Donc voilà, on peut faire des tournées, mais ça prend 1h30. On peut organiser ça entre 12 et 15 personnes maximum à la fois. Hein. Ça nous est arrivé de faire visiter des jeunes, mais c'était plus des terminales, enfin lycéens ou fin de collège, voilà. Voilà. Donc bref, je vais la faire courte au niveau du CET. Les déchets bac gris sont enfouis dans des casiers. Vous avez une coupe ici, des casiers étanches, qui font que le jus des déchets, qu'on appelle le lixivia, c'est ça qui amène la pollution des déchets, les pollutions liquides. On va la capter au fond du casier et l'orienter vers une station d'épuration. Et aujourd'hui, quand on a ouvert en 2000, on avait la station d'épuration très avancée par rapport à la métropole, puisqu'on était la 4e installation à avoir un niveau de performance aussi élevé. La technologie a évolué, donc 18 ans plus tard, on a toujours cette station d'origine qui fonctionne, mais on a rajouté depuis 2 ans une station qui va 3 à 4 fois plus vite. À l'époque, on avait ultrafiltration et nanofiltration. Là, aujourd'hui, on est sur de l'ultrafiltration et de l'osmose inverse à basse pression, ce qui permet d'atteindre et donc de mixer. On peut mettre les deux en parallèle maintenant. Et puis surtout, on a gagné en confort. C'est-à-dire que quand l'année dernière,
il y a eu les énormes intempéries dont on se souvient tous. Ben, là, on a eu beaucoup de lixivia et on était bien content d'avoir investi assez tôt dans cette installation. Mais pour vous donner une idée, à l'époque, l'installation qui avait été mise en place a coûté 150 millions à elle seule. Là, celle qu'on a remise en place il y a 2 ans a coûté près de 200-250 millions. Voilà. Les technologies ont évolué aussi. Voilà. Donc, c'est ça le secret du CET. Hein. Un CET, c'est ça, c'est vraiment de traiter les jus issus de la dégradation des déchets. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est que avec le temps, là, on est sur une hauteur de massif d'une vingtaine de mètres. Donc, il y a d'énormes pressions et les déchets vont méthaniser, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont monter en température, maximum 70 degrés environ, et ils vont produire un biogaz. Donc le biogaz, c'est un mélange de méthane et d'autres produits. Et ce gaz, il faut le faire sortir. Sinon, il sortira par lui-même ou alors il va exploser à l'intérieur du déchet. Et c'est pour ça que parfois, dans des anciennes décharges, vous avez en fait des fois des incendies. On croit que c'est criminel. Des fois, c'est un phénomène dit naturel. Voilà. Et donc nous, on fait des forages, des puits qui permettent à ce gaz de sortir. Alors ce gaz, comme je vous l'ai dit, c'est à base de méthane à 50%. Et le méthane, c'est l'un des plus puissants gaz à effet de serre. Donc ce que nous faisons, c'est que nous le faisons passer dans une torchère qui est ici, là, vous avez l'image. En fait, c'est une grosse cuisinière qui permet de brûler le gaz. Et au moins, le fait de le brûler, ce qui sort de la cheminée, diminue de 95% l'effet des gaz à effet de serre du site. Voilà. Deuxième phénomène le plus important pour nous, c'est qu'aussi ça diminue les odeurs. Parce que ce gaz-là, il y a du soufre à l'intérieur qui picote, qui se sent, enfin, qu'on sentirait. Le fait de le brûler, c'est comme quand vous allumez votre gazinière à la maison, il y a un parfum de sécurité, dès que la flamme arrive, vous ne le sentez plus. Voilà. Donc ça, nous, c'est le même phénomène. Et donc il nous manque aujourd'hui une solution sur laquelle nous travaillons, j'espère, pour les 2 prochaines années, c'est qu'en fait, on brûle le gaz et on n'en fait rien. Voilà. Et donc, on espère, aujourd'hui, les technologies, là aussi, ont bien évolué. Avant, il fallait une usine grande comme ce bâtiment pour traiter du biogaz, voilà, pour le purifier, pour le traiter, etc. Aujourd'hui, il existe comme des groupes électrogènes, où il y a le gaz qui rentre d'un côté et de l'électricité qui est produite de l'autre. Donc, ça permettrait de diminuer en fait, notre facture d'électricité. Mais on ne va pas allumer Taravao, toute la route de ceinture non plus avec cette énergie. Mais voilà, on rentre dans cette logique juste parce que pour vous dire, le potentiel énergétique, enfin le besoin énergétique que nous avons sur le site, il est énorme puisque notre installation de Lixivia consomme chaque mois 1,5 million d'électricité, 1,5 million de francs. Hein. Donc si on arrivait à diminuer de 300 000 ou 400 000 francs la facture d'électricité, ça serait fabuleux, quoi. Déjà, ça nous ferait directement des économies. Donc voilà, un CET, à quoi ça ressemble, et il reste encore une dizaine d'années de durée de vie. Hein. Parce que quand vous regardez le graphique, il y a eu une belle montée en puissance. Puis 2008, là, ce graphique, il est très intéressant pour ceux qui veulent comprendre l'économie, parce qu'on voit très bien qu'en 2008, badaboum, il y a eu une baisse, et ça, c'est dû à la crise. Donc les foyers ont moins consommé. Les foyers, c'est le gris foncé. Et le gris clair, ce sont les entreprises. Et donc tout le monde a baissé. Les entreprises ont baissé de plus de 50%. Et les foyers ont baissé d'environ 15% leur production de déchets. Et si on fait un parallèle entre le bac vert et le bac gris, vous voyez que depuis 2008, en fait, le bac vert n'a cessé de progresser. Donc en fait, cette crise a été favorable pour nous parce que on a mis en place une grille tarifaire, aussi bien pour les communes que pour les professionnels, mais les professionnels, eux, quand ils payent directement par rapport à leur action, ils sont beaucoup plus réactifs. Plus vous triez, moins vous allez payer. En gros, une tonne de bac gris, c'est autour de 16 500 francs la tonne. Une tonne de bac vert, c'est 7 500 francs la tonne. Donc, vous voyez, il y a presque 10 000, il y a 9 000 francs d'écart. Après, si vous êtes un industriel et que vous m'amenez que des cartons, ça tombe même à 5 000 francs la tonne. Voilà. Donc, on privilégie, on encourage les professionnels à nous amener des déchets recyclables. Dans la réalité des coûts, ce n'est absolument pas ça, la réalité des coûts. Si Fenouama devait vivre que de l'activité du bac vert, nous devrions vendre la prestation 37 000 francs la tonne. Donc aujourd'hui, quand je vous dis que je la facture 7 500 francs, en fait, pour chaque tonne que je reçois, je perds 30 000 francs. Mais de l'autre côté, heureusement, on a le CET, le bac gris.
Le bac gris, à 16 500 francs, c'est trop cher. Mais on a fait exprès de monter en fait de 3 000 francs. Le vrai prix devrait être autour de 13 000 francs. 13 500 francs. Dans ce prix-là, j'englobe le transfert de Moorea, le transfert routier sur Tahiti et le travail d'enfouissement. Voilà, on arriverait à peu près à 13 000 francs. En fait, ce qui se passe, c'est que sur chaque tonne de bac gris que vous nous amenez, on surfacture de 3 000 francs la tonne. Et comme je reçois 10 tonnes de gris pour une tonne de verre, les 30 000 francs que j'ai perdus là, je les récupère grâce au bac gris. Voilà. Si demain on nous enlève le bac gris, ça chamboule totalement cette logique tarifaire. Voilà. Pourquoi on a été obligé de faire ça? Parce qu'on n'a pas de loi aujourd'hui qui impose le tri des déchets. Le tri est un acte totalement volontaire. Quelqu'un qui ne veut pas trier, on ne peut rien lui dire. Mais surtout qu'il ne vienne pas mettre n'importe quoi dans le bac vert. C'est le seul moment où on peut lui dire quelque chose. Voilà. Donc c'est là où aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un cadre avec des ambitions, des objectifs à atteindre. Et ça, c'est au niveau du pays, au niveau de l'Assemblée, qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle la politique sectorielle des déchets. Comme il y a actuellement une politique sur l'eau, peut-être que vous en avez parlé dans les différents... Voilà. Donc ça, cette politique, elle est avancée. Après, je ne connais pas les objectifs dans l'eau, ce n'est pas mon domaine. Mais dans les déchets, voilà où on en est. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes le seul CET autorisé pour des déchets bac gris à Tahiti. Donc, on fait nos règles. À l'époque, les associations de protection de l'environnement à Taravao ont protesté quand ils ont vu arriver le CET. C'est logique. Et donc, il y a eu 2 accords passés à l'époque par les politiques. C'était de mettre en place la fameuse station d'épuration dont je vous ai parlé, qui n'était pas prévue pour garantir la non-pollution des nappes de sous-sol. Et 2, de faire en sorte que les déchets réceptionnés dans le CET soient bien des déchets dits ultimes. En tout cas, qu'on ait développé le bac vert pour proposer à la population de diminuer, de détourner les déchets du bac gris. Voilà. Une question par rapport à l'impact des déchets de Payholo. On a parlé de l'effet de serre, et donc vous avez bien fait de nous dire que vous avez commencé à éradiquer, et c'est bien. Mais est-ce que ça a une influence sur la faune marine, sur la mer à côté? Alors, c'est évidemment des notions qui nous intéressent nous aussi, parce que on est vigilant, très vigilant là-dessus. Alors, il faut savoir que sur le site de Payholo, bon, tous les jours, on a un relevé toutes les heures des odeurs, parce qu'on ne veut pas déjà déranger le voisinage. Ensuite, tous les mois, on a un laboratoire indépendant qui s'appelle le KERAP, qui vient, quand il veut, prélever les eaux souterraines. Il y a des puits pour prélever les eaux souterraines, en amont et en aval. Il vient prélever l'eau de la rivière Payholo, qui passe dans le site. Et là, nous avons des normes, bien sûr, à ne pas dépasser, et nous ne les dépassons pas. Et également, il vient prélever les eaux traitées en sortie de station d'épuration qui vont dans ce qu'on appelle un bassin d'infiltration à 50 mètres d'altitude. C'est un bassin de gravier et l'eau s'infiltre à l'intérieur. Là, il y a un prélèvement qui est fait sur cette eau-là pour vérifier aussi qu'on respecte les normes. Et aujourd'hui, nous respectons toutes les normes. Parallèlement à ça, tous les ans, nous faisons des études de la baie Phaéton. Et les premières études de la baie Phaéton ont démarré en 1998, soit 2 ans avant l'arrivée du premier déchet. Donc là, on fait des études importantes qui démontrent, et là on en est satisfait, que la baie de Phaéton reste stable au niveau de son activité biologique, donc il n'y a pas eu d'impact lié à l'activité du CET. Par contre, on a noté dans nos études des impacts sur la baie de Phaéton, mais qui viennent de sites opposés. C'est-à-dire que sur la baie Phaéton, ce qui se passe, c'est que vous avez le côté Tahiti Nui, on va dire, qui est très sauvage, très abrupte, avec peu d'activité industrielle, mais on a le CET au milieu. Là, c'est clean, il n'y a rien. Par contre, le versant qui vient du plateau de Taravao et qui se déverse dans la baie, en fond de baie, là, il y a des problèmes liés à l'activité, l'élevage principalement, l'activité agricole. Et la difficulté qu'il y a en plus, c'est que la baie de Phaéton, ça je ne savais pas, c'est la baie la plus profonde de Polynésie, entre la passe et le bout de la baie du côté de Taravao. Il y a plus de 3 km. Et il y a très peu de circulation d'eau. Ça veut dire que s'il y a un acte de pollution, ça va rester. Longtemps, ce n'est pas renouvelé. Voilà. Ça met beaucoup de temps à se renouveler. Après, il y a les gens de Taravao qui disent « Ah, quand on se baigne, on ne se baigne plus parce que ça gratte. » En fait, ça grattait déjà avant. Voilà. Parce que justement, c'est un milieu fermé
peu oxygéné au niveau du bassin de la baie. Et donc, il y a des petites algues, des micro-algues qui n'ont rien à voir avec le CET, hein, mais qui se développent. Voilà. Vous avez plus ou moins répondu à ma question. On sait que la baie, elle est polluée par les métaux lourds, principalement, je crois, hein, la baie de Féton. Est-ce que vous savez quelle est l'origine? En fait, d'après les spécialistes, ils relèvent qu'il y a... Alors, il y a deux origines pour les métaux lourds. Il y a déjà une origine naturelle. Nous sommes sur une île volcanique, donc il se peut avoir des fois des sorties de mercure ou autre. Il peut y avoir une origine agricole. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des métaux lourds, mais aujourd'hui, ce qu'il faudrait regarder, c'est plutôt les pesticides et les insecticides. Voilà. Et ça, il y a des produits très puissants et qui ont un impact très lourd et qui restent longtemps. Voilà. Et voilà. Après, ce n'est plus l'activité de FENOAMA, quoi, de surveiller. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Mais, et donc, nous, on travaille, vous les connaissez peut-être, avec le CRIOB de Montréal. Ça fait donc depuis 1998 qu'on fait ça. Et en discutant avec Serge Plane, qui est directeur du CRIOB, en fait, je me suis rendu compte, il m'a ouvert les yeux en me disant « Mais tu sais que tu es la seule baie du Pacifique Sud à avoir une étude aussi puissante que ce que tu fais depuis 20 ans. » Voilà. Et donc, on a vraiment un historique complet qui permet à des chercheurs maintenant de pouvoir conclure, de pouvoir vraiment voir ce qui se fait. Parce que même en ville ou ailleurs, il y a des fois des prélèvements, mais pas du tout aussi poussés que ce que nous faisons. Bon, ensuite, on a le programme des bornes à verre. Ça, c'est un déchet non toxique, les bornes à verre. Hein. Le verre, je vous pose quand même une question. Vous savez ce que c'est, le verre, au départ? C'est du sable qu'on a chauffé, donc il n'y a rien de dangereux. On serait dans un grand pays continental avec une belle activité économique et plusieurs millions d'habitants. On aurait des verreries, parce que passer de l'état de sable à l'état de bouteille consomme énormément d'énergie. Par contre, si vous avez une bouteille en verre et vous la remettez dans le circuit du verre, vous économisez 90% de l'énergie d'origine. Donc les verreries, les verriers cherchent énormément de verre à retravailler. Nous n'avons pas de verrerie, mais nous avons des idées. Et nous avons ramené la bouteille à l'étape de sable, de gravier. Voilà. Et c'est les petits exemples que vous avez sur le côté. Donc si vous avez des travaux, alors je ne sais pas si au niveau des écoles, non, si c'est vous qui gérez, vous, des fois les travaux, ou si c'est plutôt les communes. Voilà. Eh bien, parlez-en aux communes. Dites-leur que si vous avez une dalle béton à faire, sous la dalle béton, vous devez mettre du gravier. Au lieu de mettre du gravier, mettez du verre concassé. C'est moins cher, c'est plus drainant que du gravier. Et ça vaut vraiment le coup. Sauf à Montréal, parce que je vais devoir payer le bateau pour les amener. Et économiquement, ça ne va pas être bon. Mais on peut toujours essayer. Il y a une pharmacie... À Montréal, il y a la nouvelle pharmacie, la Faritou, là, qui s'est montée récemment, il y a quelques années. On a étudié avec les pharmaciens le fait de mettre du verre sur leur parking, quand on a vu le prix, on dit on veut bien être écolo, mais on ne va pas payer non plus 3 fois plus cher, quoi. Toujours l'histoire du fret maritime qui pénalise énormément. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une petite distance. Alors quand on va plus loin, vous imaginez les coûts aussi. C'est une vraie contrainte. Ensuite, alors tout ce dont je viens de vous parler, bac gris, bac vert et borne à verre, compétences des communes. Hein, donc c'est les communes qui collectent, ou les communes en tout cas qui nous payent pour faire ce travail-là. Maintenant, on arrive aux compétences du pays. Le pays est aussi intégré dans notre syndicat, parce que le pays est compétent, aujourd'hui en tout cas c'est la lecture qu'on a fait, est compétent pour tous les déchets toxiques. Les piles, les batteries, les huiles. Les piles reviennent en France. C'est le seul déchet qui va en France. Pourquoi la France et pas la Nouvelle-Zélande? Parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils proposaient de l'enfouissement. C'est pas bon. OK. Et donc en France, ils proposent de l'enfouissement, mais surtout avant du recyclage. Donc ils arrivent à recycler 70% en France des piles qu'ils reçoivent, et les 30% qui restent partent à l'enfouissement, et c'est un peu plus vertueux. Voilà. Peut-être qu'un jour la Nouvelle-Zélande évoluera, mais en fait les Néo-Zélandais sont très pragmatiques, très efficaces. Des fois ils se posent beaucoup moins de questions que nous. Ils vont tout droit. Les batteries, c'est dangereux parce qu'il y a du plomb, de l'acide, ça brûle, et le plomb, métaux lourds. Ça part en Nouvelle-Zélande, et là-bas ils ont des usines qui vont les régénérer en de nouvelles batteries. Ils poussent même le bouchon jusqu'au fond en disant que le bac de la batterie en plastique est même recyclé pour devenir de nouveaux bacs. Voilà. Donc vraiment, c'est 100%. Les huiles de moteur, pareil, ça part en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il y a 2 techniques. Soit ils les brûlent pour faire de l'énergie,
chose qu'ici, on ne nous a pas autorisé à faire de la part du gouvernement pour le moment. Soit ils les régénèrent pour faire des huiles de seconde génération pour des gros moteurs. Voilà. Ensuite, on a un programme ici qui, pour l'instant, n'est pas soutenu par le territoire, mais on commence. Les déchets électroniques, donc tout ce qui est téléviseur, ordinateur, voilà, vraiment ordinateur pur. Et il y a des métaux lourds à l'intérieur, il y a des cartes électroniques, c'est polluant, il y a des petites batteries avec les onduleurs. Donc ça, depuis 2004, on a une filière et on part en Nouvelle-Zélande. Pareil pour les tonnerres, les cartouches d'encre, pareil pour les ampoules et les néons. Alors les ampoules et les néons, on n'est pas soutenu par le territoire, mais on a réussi à convaincre les magasins que vous avez en bas, Yuntung, Ace Sodimek et même Ace Taravao. Ces magasins-là ont accepté nos équipements pour que vous, les particuliers, vous puissiez ramener les néons et les ampoules dans ces magasins gratuitement. Et quand on passe collecter ces déchets, Fenoama facture ces magasins. C'est un service qu'ils offrent à leur clientèle. Oui. Oui, j'ai vu que ces bacs-là, mais apparemment les gens posent dedans ou jettent et ça risque de casser. Il n'y a pas. Ben oui. Ben après, oui, il y a toujours un risque que ça casse. Il y a toujours des gens qui trient mal. Il y aura toujours des erreurs à un moment donné. On ne peut pas mettre un réceptionniste à chaque arrivage. C'est là où il faut que les gens soient un peu lucides, quoi. Ils se sont embêtés depuis la maison à l'amener jusqu'au magasin. Ils peuvent au moins se baisser pour déposer l'ampoule ou le néon et ne pas le balancer. Alors, au niveau des îles, je ne vous en parle pas parce que les îles n'ont pas intégré notre syndicat. Donc, les îles, certaines, comme Bora Bora ou la communauté de communes Havaï, c'est-à-dire Maupiti, Rayateata, Wainé, sont clients de notre syndicat que pour le bac vert, par exemple. Donc, ils ont pris un truc à la carte, quoi. Mais ils ne sont pas adhérents. C'est comme un hôtel comme le Brando à Tetiaroa, qui est Tortue d'Or des hôtels. Ben, voilà, il a un contrat avec nous, il nous ramène, et nous, on traite ce qu'il nous ramène. Voilà. Donc les îles éloignées sont dans ce contexte-là. Par contre, sur nos adhérents, la difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de programme développé par le territoire pour le moment sur les déchets électroniques. Donc aujourd'hui, vous avez Vini, par exemple, tu parles des téléphones, mais Vini a créé la Vinibox. Et c'est pour ça qu'ils ont été Tortue d'Or des entreprises il y a 2 ans. Ils ont créé la Vinibox où vous pouvez laisser votre Vini là-bas. Et quand la boîte est pleine, ils nous appellent, mes équipes passent et on envoie ces Vini après obsolètes en Nouvelle-Zélande. Donc il y a des opérations qui sont faites. Vous avez des sociétés comme IVA qui... tous les appareils non réparables, en fait, ils nous appellent de temps en temps. Tous les 2 mois, on passe vider leur stock. Voilà, il y a des efforts qui sont faits. Ensuite, pour le grand public, on a mis en place un comptoir le mercredi après-midi sans rendez-vous, de 13h30 à 15h30. Maintenant, c'est sans rendez-vous. C'est pour ça que si vous voulez venir à un autre horaire, il suffit simplement d'appeler pour être sûr que j'ai en fait une personne aussi pour vous réceptionner. Et donc, normalement, ces déchets sont facturés 90 francs le kilo quand c'est unité centrale, des claviers, des câbles, des choses comme ça, et c'est 160 francs le kilo quand c'est une télé ou un ordinateur. Et là, exceptionnellement, c'est gratuit, il faut en profiter, parce que, je vous le dis, parce que le gouvernement a développé un budget, mais un tout petit budget, et j'en aurai pas pour tout le monde. Donc, on va dire que c'est comme une promotion pendant 3-4 mois. Il y a juillet-août qui arrive, vous serez en vacances, profitez-en pour venir au bureau. On ne vous si vous amenez un fer à repasser, ça, on vous le facturera, mais un micro-ondes aussi. Mais si vous amenez des ordinateurs, ça qui rentre dans la gamme de ce qu'on appelle les déchets électroniques purs, bureautiques et télé, ça sera gratuit. Donc, vous pouvez le dire autour de vous. Oui ? Ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, vous avez des techniciens informatiques vous avez une équipe informatique qui chapeaute tout l'établissement. Voilà. Donc vous pourriez très bien imaginer que ces gens-là, quand ils viennent, ils vous amènent du neuf, ils repartent avec du vieux, ils le stockent ici, je ne sais pas où, à Pirée ou à Papeete, et nous passons après, on fait un devis d'intervention, parce que ce sont des produits qui coûtent cher et qui ne sont pas pris en charge sur cette affaire-là. On peut répondre, on peut vous aider à avancer. On fait une des plus grosses structures chez qui nous intervenons très régulièrement du même niveau que vous, c'est l'OPT. Voilà. L'OPT, depuis des années, rapatrie des déchets des îles, à Mahina ou à Fa'a, et après on intervient et on fait.
Alors après, je fais vite parce qu'il y a Roland qui me presse. Après, on fait les carcasses de voitures. Je passe. Ça n'intéresse pas Roland. Après, vous verrez les tortues d'or, les différentes catégories. Vous avez bien sûr les meilleures communes de Tahiti-de-Mooréa, c'est la Tortue d'Or phare. Vous avez les meilleures îles éloignées, les meilleurs établissements scolaires, ça vous intéresse, meilleurs hôtels, meilleures entreprises et meilleures manifestations publiques. Donc on va y revenir sur les Tortues d'Or, vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau des scolaires, on a dû vous distribuer dans les établissements ces calendriers. Voilà, si vous ne les avez pas, il faut le signaler, on vous les amènera. On a aussi ce type d'affiche qui est généralement pour le local poubelle d'un immeuble, mais ça aussi, vous pouvez demander. Vous pouvez passer quand vous voulez, mercredi, au bureau. Sachez que sur notre site internet www.fenouama.pf, vous avez une médiathèque avec tous ces fichiers en accès libre, en PDF. Donc vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. On fait des visites de Motuuta, j'en ai parlé. On a Tao et Tiaporo. Pour la 13e année, ils sont venus dans les écoles et on a signé pour 14 et 15e année. Donc, pendant encore 2 ans, vous êtes sûr de les avoir. On prête des corbeilles. Ça, c'est important. Des corbeilles, quand vous faites des fêtes d'école, des choses comme ça, c'est gratuit, mais il faut anticiper la demande. Donc, vous voyez avec nous, on vous prête des corbeilles avec des sacs poubelles verts et gris. Oui. Est-ce que vous distribuez gratuitement les poubelles vertes et grises dans les écoles ? Non. Les poubelles sont un outil de collecte. C'est une compétence des communes. C'est aux communes de vous équiper. On a, nous, à travers la CEP, comme j'ai dit au tout début, distribué 65 000 poubelles. C'était le gouvernement de l'époque qui voulait initier le mouvement. Donc ça a été gratuit pour tout le monde au départ. Ça a peut-être mal habitué les communes, mais aujourd'hui, elles doivent se prendre en main. Et c'est ça la difficulté, c'est que nous avons de plus en plus de problèmes de renouvellement. Il faut renouveler les poubelles. Voilà. Dernière petite chose, c'est ce que j'ai mis ici. C'est juste pour vous rappeler que chaque fois que vous triez, nous reversons 1 franc pour chaque kilo de déchets recyclables déposés dans le bac vert. Nous reversons 1 franc pour les enfants défavorisés de votre commune. L'année dernière, on a explosé les statistiques. On a réceptionné 7800 tonnes de bacs verts à Motuuta, avec très peu d'erreurs. Vous avez été champions tous. On a eu 13,8% d'erreurs, c'est-à-dire qu'on a dû exporter 6600 tonnes de bacs verts vers la Nouvelle-Zélande et l'Asie. Donc ça fait 6,6 millions de francs qui vont être répartis à une trentaine d'associations. Sur ces 6,6 millions, il y a à peu près 4,5 millions pour les communes. Donc si vous avez des associations, des projets, rapprochez-vous de votre commune pour que votre Tavana nous écrive et après que votre dossier soit mis en place et qu'on vous affecte cet argent-là. Il y a 4,5 millions. Et après, les 2 millions qui restent, c'est sur les entreprises qui nous amènent des déchets. Là, ça va à des associations que nous choisissons nous directement, comme la Saga, comme le village SOS Papara. Voilà, c'est des associations beaucoup plus générales qui permettent aussi ainsi d'avoir un geste, pas que pour les 12 communes de Tahiti-de-Mooréa, mais aussi pour Faa'a ou pour les îles éloignées. Voilà. Alors maintenant, je vais vous distribuer ce document-là. C'est la convention dont je parlais, que nous avons signée avec la DG2E en février l'année dernière. Donc cette convention, en fait, nous permet, FENUAMA, d'intervenir à votre demande. Directement, on n'a plus besoin de signer une convention entre FENUAMA et l'établissement scolaire. C'est déjà pré-signé. Et elle est à tacite reconduction, donc d'année en année, on peut continuer tant qu'elle n'est pas dénoncée. Il n'y a pas d'argent en jeu. Il y a juste, en fait, être sûr que je n'envoie Francis dans vos établissements que si je suis sûr que le directeur ou la directrice de l'établissement a vraiment envie de réveiller ses troupes sur le tri des déchets. On n'y va pas parce qu'un professeur demande « ben oui, moi c'est période 18, je ne sais pas, ça ne va pas exister, période 18, je fais le bac vert, j'aimerais que l'animateur vienne. » Oui, moi aussi, j'aimerais bien qu'il vienne, mais il ne va pas venir, parce qu'il ne va pas venir pour une classe, il va venir pour que si cette classe a vraiment le projet, après, de dynamiser le tri dans l'établissement. Si vous avez envie de venir après, derrière, visiter Motuuta, voilà, il faut qu'il y ait un vrai engagement, parce que si c'est juste pour avoir des informations sur le tri, ce que je viens de vous dire, bon, c'est sûr que c'est plus dynamique avec des explications, mais en fait, vous l'avez déjà sur Internet. On a une médiathèque, comme je vous disais, en ligne. Donc, il y a quand même pas mal d'informations que les enseignants peuvent récupérer. Voilà. Donc, cette convention nous permet, nous, d'intervenir pour vraiment passer à l'action dans l'établissement, c'est-à-dire
voir combien de bacs verts, bacs gris vous avez, est-ce que c'est suffisant. Vous distribuez ces affiches pour que vous en ayez au moins 2 par classe, bac vert, bac gris, de vérifier que votre personnel de nettoyage a bien compris qu'il ne fallait pas tout mélanger, comme on disait tout à l'heure. Vérifier que la commune est bien au courant qu'à partir de la semaine prochaine, on arrête le bricolage, on se remet bien au tri. Voilà, c'est ça cet accompagnement qu'on va vous proposer. Donc on va vous donner en fait les cartes pour vraiment redynamiser le tri. Mais on ne pourra pas vous fournir des bacs verts, des bacs gris, on ne pourra pas vous fournir les petites poubelles qu'il faut dans la classe. Il faut savoir que dans la classe, j'imagine que vous avez au moins une corbeille comme ici, une poubelle grise, on va dire. Il suffit de prendre un petit carton d'une ramette de photocopieuse et de mettre dessus bac vert ou de venir coller une affiche qu'on a. Et puis voilà, ça vous fait un bac vert, pas besoin non plus d'investir des 1000 et des cents. Ensuite, on ouvre nos portes, bien sûr, aux visites à Motuhuta, ça se programme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, vous intégrez en fait le concours des Tortues d'Or. Alors, l'année dernière, et c'est là où peut-être ça peut vous intéresser, à la fin, vous avez l'annexe 5 du document, page 5. Cette annexe 5 vous détaille tous les points que vous pouvez grappiller en nous faisant venir ou en nous informant que vous avez fait une opération. Par exemple, il va y avoir au mois de juin, j'imagine, les fêtes des écoles. Voilà. Si vous me demandez des corbeilles, mercredi pour jeudi ou pour vendredi, ça va être compliqué. Je ne vais pas arriver à bloquer mes équipes pour vous les envoyer. Par contre, je peux au moins vous donner des sacs verts et des sacs gris pour que la fête, au moins, soit un peu plus propre. Voilà, ou du moins de mettre en place ce réflexe-là. Donc, nous, on est à votre disposition, mais on est dans l'anticipation. Plus vous anticipez, plus vous marquez de points. Voilà. Parce qu'on a aussi un nombre de corbeilles limité. Et quand le EIVA arrive et toutes ces fêtes, du coup, il faut qu'on arrive à satisfaire tout le monde. On est à votre disposition pour prévoir tout ça. Ensuite, si vous faites des manifestations tout seul et qu'avec les élèves, vous avez organisé, je ne sais pas moi, un concours de dessin, d'affiches sur le tri, ou pour la fête des mères, vous avez fait un cadeau avec des déchets qui deviennent vraiment une œuvre d'art, vous faites des petites photos, vous nous les envoyez, nous on diffuse sur le Facebook FENUAMA avec votre accord, et à ce moment-là, vous marquez encore plus de points. Voilà, c'est ça qu'on essaye de voir, c'est que vous ayez de plus en plus de points. Par exemple, alors la tortue d'or des établissements scolaires, c'est le collège de Punaouia. D'abord, ce classement n'est absolument pas basé sur l'effectif, il est basé sur les actions. Que vous soyez 1000 élèves ou 100 élèves ou 50 élèves, vous marquerez le même nombre de points. Voilà, donc c'est vraiment l'initiative. Le collège de Punaouia, ce qu'ils ont fait, qui a marqué les esprits, il y a quelques années, ils ont inventé le basket can. C'est en fait un panneau de basket condamné sur lequel ils ont mis une goulotte qui finit dans le bac vert. Et donc les gamins peuvent lancer les canettes ou les bouteilles en plastique dans le goulot et ça finit dans le bac vert. Voilà. Bon. Ça a été une opération. Il y a 2 ans, ils ont créé une énorme bouteille qui ressemble à une bouteille de coca, qui doit faire 2,50 m de haut, et ça sert de réceptacle pour toutes les bouteilles en plastique. Voilà. Donc après, vous avez une autre opération dans l'année qui s'appelle la SER de la Semaine européenne de la réduction des déchets, qui se situe au mois d'octobre, de mémoire. Pareil, à ce moment-là, quand vous faites ça, vous allez avoir plein d'actions. Faites-nous les remonter et vous allez marquer des points. Voilà. Et donc, c'est comme ça que cette année, Tortue d'or, ça a été le collège de Punaouia, Tortue d'argent, Popo à Moréa, et Tortue de bronze, exceptionnellement, c'était l'école Tamahana de Haroué, c'est bien ça. Pour la première fois, on a eu un établissement qui ne soit pas un collège ni un lycée finir sur le podium. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas lié à l'âge ni à l'effectif. Donc vous avez un mail, c'est accueil@fenuama.pf. Vous envoyez les informations, vous pouvez poser les questions et on essaiera d'être efficace et d'y répondre au plus tôt. Je laisse ici, je ne sais pas s'il y a pour tout le monde, des bornes à piles. Ça aussi, on peut vous en donner, mais je n'aime pas les distribuer sans être sûr qu'il y aura une belle utilisation. Avec vous, je le sais. Mais quand l'établissement scolaire nous les demande, on demande le nombre d'élèves pour qu'ils puissent ramener ça à la maison. Donc vous voyez, ça fait un petit bac qui permet après de mettre les piles à la maison. Et vous les mettez après dans un sac plastique, vous les amenez au magasin et vous gardez ça à la maison. Ça permet de marquer les esprits. Voilà, juste ça. Merci. Merci.